Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette conférence qui va porter donc sur les influenceurs, les réseaux sociaux et la sécurité nationale. C'est un plaisir de vous avoir tous ici. Je vais peut-être essayer de parler assez rapidement dans la mesure où l'important, c'est pas ce que je vais dire, c'est plutôt ce que vont dire les intervenants. Et je vais subdiviser mon propos en deux choses. D'abord, je vais faire quelques remerciements. Je vais commencer par remercier évidemment l'Acato qui nous donne cette salle pour ce soir. Et donc très concrètement, voilà. Oui, ils nous la prêtent. Donc merci à eux, merci à l'équipe pédagogique, merci aussi aux équipes techniques qui nous permettent d'avoir une captation de ce soir. Je voudrais aussi remercier l'association étudiante, la conférence Bernanos, et son président, qui est ici présent, qui a participé très activement à faire en sorte que cette soirée puisse se faire, qui a communiqué avec les étudiants de l'Acato. Je ne pourrais pas faire ces remerciements sans remercier naturellement le think tank qui co-organise cet événement avec l'Acato et avec les conférences Bernanos. Je pense naturellement à Liberté et Prospective, le think tank Liberté et Prospective, ses équipes dirigeantes et sa présidente ici présente. Merci à tous. Je voudrais profiter de ce moment aussi pour remercier toutes les organisations, les think tanks, les personnalités extérieures qui, par le bouche à oreille, ont souhaité se joindre à nous ce soir. On a plusieurs structures éminentes parmi nous. Je ne vais pas toutes les citer. Il y a des structures plutôt politiques, d'autres plutôt dans les milieux de l'armée. Il y a aussi d'autres think tanks. Je pense à l'INAS, qui est assez bien représenté ce soir et que je voudrais remercier. Et ayant fait ces remerciements, je vais passer à la deuxième partie de mon propos, avant de laisser le micro. Je ne vais pas du tout présenter les intervenants, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, c'est notre cher Guillaume David qui va le faire. Néanmoins, je vais juste dire ceci. À l'attention des étudiants qui sont présents dans cette salle. Certains m'ont eu en cours, d'autres n'ont pas eu ce malheur. La seule chose que je peux vous dire, c'est ça. C'est que ce genre d'événement, c'est une chance pour vous. C'est une véritable chance pour vous. Vous êtes dans un cycle universitaire, et dans ce cycle universitaire, vous allez devoir apprendre en l'espace de 5 ans à vous professionnaliser, à vous expérimenter autant que faire se peut, à choisir la voie dans laquelle vous voulez aller, à essayer de ne pas être trop obsédé par l'idée de faire un réseau, à faire un mémoire, à trouver un stage, à trouver votre futur emploi. Les conférences comme celle d'aujourd'hui, les think tanks, les organisations étudiantes, tout ça sont des outils qui sont à votre disposition. Donc, utilisez ce genre d'outils. Ils sont là pour vous. Et donc, j'ai un seul message à vous adresser. Engagez-vous. Engagez-vous dans les organisations étudiantes. Engagez-vous dans les think tanks. Engagez-vous, bien sûr, à la conférence Bernanos. Engagez-vous chez Liberté et Prospective. Engagez-vous dans les think tanks, les organisations para-étudiantes qui vous permettent de rencontrer des gens, qui vous permettent d'apprendre un peu plus de la part de gens qui savent, parce qu'ils sont des techniciens qui sont sur le terrain dans leur domaine. Vous avez la chance d'avoir des intervenants exceptionnels ici. Parlez-leur. Parlez aux personnes qui sont ici. Posez-leur des questions. Sur ce, je vais laisser la parole. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne conférence. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Donc, Guillaume Muret, président des conférences Bernanos. Je tiens d'abord à tous vous remercier d'avoir bien voulu braver le froid et la nuit en cette soirée. Je tiens à vous annoncer que c'est la première des conférences Bernanos de cette année, donc il y en aura d'autres pour ceux que ça intéresse. Et nous serions ravis de tous vous revoir ici, ainsi que Liberté et Prospective évidemment, mais l'INAS aussi et d'autres think tanks éminents. Voilà, je ne vais pas faire trop long parce que tout le monde s'impatiente, mais merci à tous d'être venus. Donc, je vais être le maître des horloges et donc je vais commencer par laisser la parole à notre premier intervenant pour se présenter, Guillaume David Deniel. Donc, 15 minutes par intervenant.
après, voilà. Mais bon, c'est juste pour se laisser se présenter et puis ensuite les autres. Bonsoir, donc Guillaume David Deniel. Je suis donc directeur numérique et technologique du think tank Liberté et Prospective. Et je vais donc vous faire la première partie de cette intervention. Et bien écoutez, je vous remercie encore. Je remercie la présidente du think tank. Je remercie le président des conférences Bernanos. Mesdames, messieurs, en vos grades et qualités. Pour commencer cette intervention et pour poser le débat, il est important de comprendre que les interactions sociales viennent de changer d'une génération à l'autre. 2 événements ont été décisifs. L'arrivée des smartphones au début des années 2010, accompagnée de la naissance des réseaux sociaux, et la crise du Covid. En effet, pendant cette période, la population est restée isolée, sans véritable échange ou interaction humaine, avec, pour seule fenêtre sur le monde, leurs petits écrans, télévision, ordinateur, smartphone. Lorsque les générations précédentes avaient l'habitude de commencer leurs apprentissages par des interactions sociales simples et naturelles, conversations quotidiennes, repas de famille, discussions entre amis ou voisins, échanges au comptoir d'une brasserie, rencontres dans des guinguettes, des fêtes de village, ou simplement en s'envoyant des cartes postales de vacances, les générations actuelles font leurs premières expériences d'interaction sociale à travers un écran, au sein de communautés numériques, de groupes de discussion publics ou privés, ou en écoutant des influenceurs, devenant ainsi les followers de véritables communautés virtuelles, comme on devient un membre d'une ou de plusieurs sectes. Ces types de passe-temps, surtout ceux concernant les influenceurs, sont à sens unique. Sans échange réel, sans débat contradictoire, sans une véritable présence ou interaction humaine. Cette relation descendante de l'influenceur vers ses followers crée une forme de dépendance, voire d'endoctrinement passif. Et ceci est un point fondamental pour comprendre que l'influence grandissante des créateurs de contenu dans la formation de la pensée collective, mais aussi leurs influences qui permettent aujourd'hui de penser que la sécurité d'un État peut être menacée par des influenceurs. L'arrivée des smartphones en 2010, l'explosion de l'utilisation des réseaux sociaux et la crise du Covid ont donc lancé une nouvelle tendance. Alors, par quels moyens ces contenus postés ici ou là peuvent-ils nous influencer ? Le message. Comme vous le savez, ce n'est pas Henrik Bergson qui a formulé le modèle émetteur-message-récepteur. Ce modèle, devenu pilier de l'analyse des communications dans les médias, a été conçu par des ingénieurs, Claude Shannon et Warren Weaver, en 1949. Et dans cette partie, nous nous intéresserons donc au message et à son impact sur le récepteur. Récepteur qui sera pour notre intervention le citoyen. Trop de fois, les messages sur les réseaux sociaux sont faux ou malheureusement fallacieux. Et encore plus grâce au numérique et l'accompagnement de ces messages sous 3 formes. Le texte, le mème ou le deepfake. Le texte. Roland Barthez, dans Le degré zéro de l'écriture de 1953, apporte une dimension essentielle. Aucun texte n'est neutre. Même sous une apparente objectivité, le texte véhicule une idéologie, un choix de vision du monde. Le citoyen doit donc apprendre à décoder les signes cachés derrière les mots. Umberto Eco, dans Lecteur in Fabula de 1979, insiste sur le rôle actif du lecteur. Le sens du texte
ne se limite pas à l'intention de celui qui écrit, l'auteur, il se construit avec l'interaction de celui qui le lit. Et ici, le citoyen. Cette approche laisse place à des lectures orientées ou manipulées, si le texte est volontairement construit pour guider l'interprétation. Ce rôle actif du citoyen dans le décryptage du message pose la question de l'attirance d'un follower vers des contenus qui lui correspondent, et non vers une recherche de contradictions ou d'opinions différentes, divergentes dans les réseaux sociaux. Les followers seraient-ils donc attirés simplement par des contenus qui leur correspondent, qui correspondent à leur opinion, qui correspondent à leurs critères ou leurs désirs? Qu'il s'agisse de philosophie, de droit, de sémiologie ou de théorie littéraire, toutes ces approches convergent vers une même idée. Le texte n'est pas un simple support neutre d'information. Il reste un outil de persuasion, un vecteur d'influence et parfois même une arme de manipulation. Le même prend l'apparence des bons vieux dessins caricaturaux, comme ceux de notre dessinateur Plantu, l'un de nos garants nationaux de l'humour français, et devient un vecteur les plus puissants de la manipulation dans l'espace numérique. Sur les réseaux sociaux, ce même prend la forme d'une image, d'une photo, d'un extrait vidéo et plus simplement un dessin. On leur ajoute un texte, on retouche une image, une mise en scène détournée est créée. L'efficacité du même tient à sa simplicité visuelle et sa force d'évocation immédiate. Là où un long texte demande un effort d'attention et de décryptage, un mème transmet en quelques secondes un message émotionnel, souvent ironique ou caricatural, qui imprime directement la mémoire du récepteur, notre citoyen. Le deepfake. Le deepfake est aujourd'hui la forme la plus sophistiquée et la plus importante des manipulations. Le terme est apparu en 2017 sur la plateforme Reddit par la contraction de deep learning et de fake. Deep, fake. Cela désigne donc des vidéos truquées générées par l'intelligence artificielle, capables de remplacer un visage, modifier une voix, créer une mise en scène entièrement fictive avec un réalisme saisissant. Là où le texte repose sur de la rhétorique, le même sur la force visuelle d'une image, le deepfake combine ces deux dimensions pour produire une vidéo créant une illusion totale. Une image fixe devient une séquence animée, un discours inventé prend la voix et l'intonation de personnalités publiques, cela dans toutes les langues. Un événement fictif est présenté comme une preuve visuelle et sonore par la vidéo créée. La puissance du deepfake est cette capacité à court-circuiter notre confiance naturelle du visuel et du sonore. Depuis des siècles, voir et entendre, c'était croire. Aujourd'hui, voir et entendre ne sont plus des garanties. La diffusion. Les plateformes vidéo, YouTube, TikTok, Instagram, favorisent leur format court, percutant, émotionnel, qui capte l'attention en quelques secondes et se diffuse instantanément. Leurs algorithmes amplifient encore cette dynamique lorsque le contenu est recommandé massivement, car les contenus suscitent des réactions rapides. Des likes, des partages, des commentaires, sans se soucier de la véracité des propos. Les groupes de discussion, privés ou semi-privés, WhatsApp, Telegram, Signal, Discord,
permettent une diffusion beaucoup plus discrète, mais d'une efficacité tout aussi redoutable. Ici, les messages circulent entre personnes de confiance, ce qui confère au message une crédibilité renforcée par une garantie mutuelle. Le contenu reçu d'un proche paraît fiable, plus fiable qu'un contenu découvert sur une page anonyme. Cette logique de confiance fermée rend la vérification, la régulation, le contrôle de diffusion impossible, ou presque. Les espaces sociaux, particulièrement liés au gaming, ont des messages qui se diffusent par l'intermédiaire de chats intégrés à ces plateformes de jeu. Longtemps considérés comme des zones seulement ludiques, ces environnements sont devenus de véritables lieux d'échange où se diffusent à grande échelle des informations, des opinions et parfois des campagnes de désinformation ciblées sur un public jeune ou des adolescents. Le danger de la diffusion est aussi la vitesse de la propagation. La vidéo truquée peut être vue des milliers de fois avant qu'un expert, avant que les plateformes ou simplement le citoyen n'ait le temps de le signaler comme une information frauduleuse. À l'ère du numérique, la correction n'arrive jamais à temps. Le faux circule plus vite que le vrai. Grâce à l'intelligence artificielle, la capacité de segmenter le public et d'adapter le contenu à chaque personne est possible. Là où autrefois la propagande s'arrêtait à une foule de manière uniforme, aujourd'hui, un contenu peut être décliné en dizaines de versions différentes, chacun calibré pour toucher la sensibilité particulière d'un individu, d'un groupe d'individus, dans sa propre langue et dans sa propre sémantique. Ainsi, un citoyen méfiant recevra un message rassurant et argumenté, un autre, plus émotif, recevra un contenu chargé d'images et de récits personnels. Un jeune passionné de gaming sera approché par des mèmes, par des deepfakes, adaptés à son univers. Ce ciblage par l'intelligence artificielle, couplé à la viralité de la diffusion, transforme la communication en une arme de précision. Le message n'est plus simplement lancé dans l'espace public, il est ajouté en temps réel sur un profil pour maximiser l'impact psychologique. Conséquences sur l'État. Toutes ces évolutions convergent vers une menace directe pour la sécurité de l'État. Décrédibilisation, clivage, ingérence, destruction par des campagnes coordonnées de désinformation pour influencer une élection, miner la crédibilité d'un dirigeant ou provoquer des mouvements sociaux en manipulant les émotions collectives. Là où autrefois il fallait des années pour créer un climat révolutionnaire, il suffit aujourd'hui de quelques diffusions virales pour détruire une institution. 2 minutes. En somme, la combinaison du texte, du mème et du deepfake et de la virilité par diffusion de l'intelligence artificielle fait basculer la communication de masse. Les réseaux sociaux sont devenus de nouveaux champs de bataille pour la sécurité de l'État. Les influenceurs. Dans ce paysage de diffusion massive, les influenceurs occupent une place stratégique. Ils ne sont pas simplement des créateurs de contenu, ils sont devenus de véritables relais de confiance. Leur force vient de la proximité sans être forcément localisés dans le même pays ou dans le même continent, proximité qu'ils créent, car contrairement aux médias traditionnels, ils apparaissent comme des figures familières, accessibles, incarnant des valeurs partagées, générationnelles ou communautaires. Et puisqu'il me reste que quelques minutes, je vais simplement aller sur ma conclusion, comme ça je vais réduire mon temps de parole. Pour conclure, je souhaiterais prendre l'exemple de Tyler James Robinson, le tueur de Charlie Kirk. Il se serait radicalisé sur des plateformes de réalité virtuelle en 2 ans. Plateformes communautaires comme Fury Shades of Gay, FurAffinity.com,
Fascinés par les animaux anthropomorphes, les internautes de ces plateformes peuvent interagir librement et incarner des avatars appelés fursonas, créatures animales dotées de traits humains. Les balles tirées sur Charlie Kirk par Tyler James Robinson étaient gravées de références issues de ces univers virtuels illustrant une violence nourrie par ces immersions. Ce meurtre révèle que l'endoctrinement moderne d'un jeune peut naître sur les plateformes des réseaux sociaux. Merci. Madame Dagno-Monique, chercheuse au CNRS, je vous laisse 1 minute pour vous présenter et faire votre intervention. Oui, vous m'entendez. J'entends l'écho. D'abord, je vais me présenter rapidement. En fait, je suis une chercheuse du CNRS qui a d'abord commencé, après quelques années de recherche sur les vieux médias, à être nommée au CSA. Donc pendant 8 ans, j'ai fait de la régulation des médias, mais les ancêtres d'Internet, la télévision, la radio, etc., même la presse. Et puis, quand je suis sortie du CSA, au début des années 2000, eh bien, il commençait déjà cette magie de ce qu'on appelle la communication décentralisée, c'est-à-dire dans laquelle intervient le récepteur, ou on peut dire ou l'amateur, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas professionnalisés. Et je me suis promis que j'allais consacrer le reste de ma vie de recherche à ce nouveau modèle de communication, dans la mesure où on pouvait anticiper, et ça a été largement prouvé après, qu'il a complètement transformé par bien des biais la société, les modèles de représentation, les rapports entre les individus, la collecte d'informations, etc. Et c'est donc un paradigme absolument essentiel pour comprendre les sociétés modernes. Là-dessus, j'ai fait beaucoup. Alors, le fait Internet m'a beaucoup amené à travailler sur les jeunes, alors, soit sur les ados, et puis maintenant, je vais m'expliquer sur les trentenaires. Alors, j'ai donc mon premier gros travail sur Internet, parce qu'en même temps, je ne vais pas travailler que là-dessus. Hein, les chercheurs du CNRS, ils publient à peu près un livre tous les 2-3 ans. Mon premier gros travail est paru en 2011, qui s'appelait « Génération Y, les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion ». Et donc j'ai commencé à réfléchir et à aussi beaucoup explorer le mécanisme des réseaux sociaux, les nouveaux sites, comment les jeunes s'en emparaient. Donc à l'époque, c'était plutôt des ados, investis dans Facebook ou dans les premiers réseaux. Et donc j'ai commencé à mener une première réflexion là-dessus. Ensuite, en 2015, j'ai publié un livre, 2016, sur le modèle californien, c'est-à-dire comment finalement ces nouveaux médias ont été, plus évidemment avec la cybernétique et les avancées technologiques, se sont développés et associés avec quelle mythologie, quels projets, quelles intentions, et notamment leur grand projet de transformer le monde, et pour le mieux à l'époque. On est donc après les années, au début des années 2010-2015. Ensuite, ça m'a amené à beaucoup travailler sur les gens diplômés, parce qu'en réalité, tout le monde pratique Internet, mais c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui l'utilise beaucoup, évidemment, dans son activité professionnelle, mais aussi en dehors. Donc, j'ai publié en 2021 un livre qui s'appelle « Les surdiplômés ». Donc, les surdiplômés, ce sont les gens qui ont Bac+5 et qui représentent aujourd'hui à peu près le quart des nouvelles générations. Et donc, ce quart, 25%, il y en a 8% à peu près qui sortent... Pas dans les 25%, sur l'ensemble de la société, il y a 8% à peu près qui sortent d'écoles grandes ou assez grandes. Et enfin, après tout ça, j'ai fait une enquête. Alors, j'ai pu faire une enquête avec
Arte et France Culture pendant la période après Covid, avec des très vastes enquêtes, parce qu'évidemment, ce sont je peux collecter, grâce à des médias, des médias généralistes, je peux collecter beaucoup de données. J'ai travaillé sur toutes les générations, sur qu'est-ce qu'elles pensent, comment elles se représentent le monde, quelles sont leurs positions, leurs attitudes politiques, etc. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez vaste. Et ça donne un livre, donc celui-là, qui s'appelle Génération Reset. Alors Reset, j'utilise un terme informatique, c'est des réinitialisés. Et ils veulent tout changer. Donc ces énormes enquêtes, je ne vais pas rentrer dans la méthodologie, dont une partie d'ailleurs a été faite en Allemagne, me donne une bonne impression, une bonne vision sur ce que pensent les Bac+5. Donc je reviens toujours, je travaille sur les diplômés, les diplômés de master ou plus. Et qu'est-ce que ça donne? Alors là-dessus, j'ai centré mon analyse, mon regard sur les trentenaires. Pourquoi les trentenaires? Parce que les trentenaires, c'est ceux qui avaient 15 ans quand je les ai examinés dans les années 2010-2012, qui étaient complètement émerveillés par les ressources d'Internet, la culture du partage, l'accès à plein d'informations, enfin, un certain état d'esprit que Mark Zuckerberg osait plus ou moins incarner à l'époque. Et je les ai saisis à cette époque-là. Et à l'époque, on disait que ça s'appelait la génération Y ou les millennials. Les millennials, c'était censé être une génération créative, imaginative, qui allait beaucoup transformer le monde, innover, enfin, qui était porteuse de l'innovation culturelle. Et donc j'ai fait cette enquête et j'ai analysé pendant toute une année les résultats de que sont devenus les millennials qui sont rentrés les premiers dans le modèle Internet et dans l'accès à l'information, à la connaissance et à la socialisation par le biais de ces outils numériques, de ces 10 outils décentralisés. Bon, il faut dire que la désillusion sur Internet, il y a quand même une date importante, c'est autour de 2013-2014, quand il y a eu l'investissement massif dans la marchandisation et dans ce qu'on appelle la société de surveillance, où on capte les données des individus pour ensuite pouvoir leur envoyer des messages et de la publicité, etc. Alors je vais juste vous donner, puisque je n'ai pas énormément de temps, les résultats de cette étude, donc, qui est une étude sur les millennials 15 ans après. Ils sont aujourd'hui trentenaires. Bon, la tranche d'âge que j'ai prise, c'est de 25 à 39 ans, donc à 40 ans en fait. Et comme c'est aujourd'hui, ils sont même dans le début de leurs 40 ans, puisque les enquêtes ont été faites en 2021-2022. Et puis en 2023, j'ai fait une enquête aussi sur des jeunes de banlieue. J'ai suivi une opération de démocratie participative avec des jeunes en mobilité sociale ascendante qui aspiraient eux aussi à rentrer dans la culture, avec les diplômes, qui voulaient absolument atteindre des niveaux de master pour pouvoir bien s'insérer dans la société française. Les résultats de cette enquête, donc c'est une enquête sur les Bac+5 dans le monde d'aujourd'hui, trentenaires, et je les ai séparés entre 4 parties. Il y a 4 parties. La première partie, c'est la seule que je vais vraiment développer sur la radicalité politique et la radicalité dans leur vision de voir le monde. Ensuite, et de vouloir changer le monde. La deuxième partie est consacrée à leur fragilité psychologique et leur façon de vivre, de trouver insupportable un certain nombre de choses dans nos sociétés. D'abord, les inégalités, mais les inégalités de tous ordres, pas que sociales, les inégalités de couleur de peau, d'orientation sexuelle, etc. C'est un peu la culture woke, si vous voulez. Ensuite, la troisième partie est consacrée aux rapports hommes-femmes, qui se sont profondément transformés, et dans lequel je dirais lui c'est lui, elle c'est elle, c'est-à-dire une espèce de séparatisme progressif entre hommes et femmes qui aujourd'hui ne votent pas pareil d'ailleurs, mais ne pensent pas pareil. Et la dernière partie est consacrée à leurs relations au travail. Bon, j'ai écrit beaucoup d'articles sur leurs relations au travail, mais je ne peux pas vraiment en parler ici, faute de temps. Alors, ce qui m'a frappé, alors voilà, moi je suis un boomer, je suis engagée par la direction France Culture Arte
pour encadrer ces enquêtes, coordonnées, on peut dire. Mais les questions étaient préparées par les équipes de ces médias. Donc, je reviens, il y a toujours une réflexion sur les médias dans ce que je produis. C'est-à-dire, je pense que la nouvelle organisation des médias produit énormément de transformations dans nos sociétés. Bon, si j'ai le temps, je vais vous en dire en 2 minutes. Mais ce qui m'a frappé, c'est que ces trentenaires, parce que j'ai travaillé en fait finalement dans les équipes des médias, vous avez plein de chargés de mission, de chargés de com, de coordinateurs, de journalistes qui sont dans la trentenaire, avec qui j'ai travaillé. Et je me suis aperçue qu'ils se posaient des questions vraiment très très loin de celles auxquelles j'aurais pu penser si j'avais été dans mon bureau du CNRS, tranquilloum, à construire mes enquêtes. Je vais faire une petite aparté. Première question. Vous êtes un homme, une femme, non-binaire ou autre? Donc je me surprends un peu. Je dis non-binaire, bon, voilà, on aurait peut-être pu dire ambivalent, bon, etc. Ensuite, le temps que je réfléchisse à tout ça, tombe une question qui était: êtes-vous en accord avec le genre qui vous a été assigné à la naissance? Alors, je me dis assigné, on dit qu'il faut discuter sur assigné. Qu'est-ce que ça veut dire assigné? Bon, etc. À la 10e question, qui était du genre, est-ce que à quoi êtes-vous le plus accro? De quoi pouvez-vous vous passer le plus facilement d'Internet, enfin, de votre smartphone plutôt, ou de sexe? Enfin, il n'y avait que des questions imaginées quand même par des directions de médias qui, bon, j'ai décidé, je prends les questions, je regarde et j'en ferai un livre. Alors, en fait, ce qui est vraiment frappant, là, il y a beaucoup de questions, parce que la première enquête, c'était 170 questions, plus de 50 000 répondants, la deuxième avec beaucoup d'items. Bon, moi, j'ai participé plus ou moins, évidemment, à aider à tout ça, mais finalement, je me suis dit, c'est les jeunes que je veux étudier, je leur laisse la parole, on va voir quelles sont leurs préoccupations. Alors, si on regarde les résultats de cette enquête, je vais surtout développer la partie reset. En fait, il y a plusieurs choses qui sont frappantes. Ils ne sont pas du tout d'accord avec la société dans laquelle ils ont atterri, avec leur bac plus 5, et souvent issus d'ailleurs de familles privilégiées. Ce ne sont pas du tout des gens qui sont, marginaux, ou avec des difficultés économiques, puisqu'il y en a les 3/4 des répondants ont dit que leur situation économique était bonne ou juste bien. Donc, je n'ai pas du tout affaire à une population décalée ou paupérisée. Et en fait, ils en veulent énormément aux générations d'avant de ne pas avoir préparé le terrain, notamment sur la question écologique, mais aussi, de façon plus générale, d'avoir produit une société très dure, inégalitaire, dans laquelle il y a facilement de l'humiliation. Et en fait, ils votent plutôt radicaux. Ils votent très majoritairement. Alors, extrême gauche ou écologique. Alors, évidemment, à l'époque, dans le début des années 2020, on ne peut pas dire le nouveau Front populaire parce que ça n'existait pas. Donc, on leur demande est-ce que vous votez, enfin, quand vous votez, quelles sont vos préférences, gauche, enfin, extrême gauche, écolo, gauche, vraiment pratiquement à 60. Ils votent 2 fois plus à l'extrême gauche que la moyenne française. Alors, je dis extrême gauche ou écolo ou gauche, hein, parce que c'est une espèce de truc, parce que la distinction, pendant ces dernières années, elle n'était pas toujours très claire, puisqu'il y avait une alliance entre ces partis. Ils estiment qu'ils vont avoir une vie qui est bien moins confortable que leurs parents. Alors qu'on peut faire des tas de comparaisons sur comment on vivait dans les années 70 ou 60. Est-ce que c'était une vie si confortable? Enfin, en tout cas, la génération de leurs parents, elle est vue comme une génération bénie des dieux, où ils ont eu tout, l'emploi, l'optimisme, pas de guerre, alors qu'en fait, il y a quand même eu des guerres à l'époque. Hein, il y a le Vietnam, il y a eu... Mais ils ont une vision extrêmement irénique de la génération d'avant. Et ils sont, ils
c'est pas du tout, ça ne se traduit pas par des tensions dans les familles. La question de la famille est une chose, la valeur famille, elle est au zénith dans nos sociétés, européennes en tout cas. Et en fait, ils en veulent au niveau de ce qu'ont produit la génération d'avant, et notamment la fameuse génération dite privilégiée des boomers. Donc ils ont une vision où ils voudraient pratiquement surtout tout changer. Par exemple, ils sont prêts à accepter, à désobéir à une loi quand ils estiment qu'elle est injuste. Et évidemment, sur la donne écologique, ils sont extrêmement radicaux, ils pensent que vraiment on ne fait rien. Et dans cette dimension-là, c'est plutôt plus les femmes d'ailleurs que les hommes. Les positions politiques des hommes et des femmes sont très différentes. Les hommes sont plutôt portés vers l'extrême gauche, les femmes plutôt portées vers l'écologie. Donc je me suis retrouvée avec une société qui ne supporte pas, qui a beaucoup de difficultés à supporter les inégalités, mais de tous ordres, hein, pas que les inégalités sociales. Les inégalités dans notamment les gens de couleur, vis-à-vis des gens de couleur, vis-à-vis du mouvement transsexuel, vis-à-vis... Donc, ils sont à vif. Quand je dis leur sensibilité, dans la deuxième partie, j'ai énormément développé ça, c'est une société qui est assez intolérante et qui voudrait profondément modifier la société telle qu'elle est, telle que nous leur avons offert, nous les boomers. Alors je ne sais pas si les jeunes ici s'y reconnaissent, mais en tout cas, quand je fais des conférences devant des gens relativement jeunes, mais c'est exactement comme mes enfants. Donc, je parle des Bac plus 5, hein, parce que je parlais peut-être des gens moins diplômés, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et alors, ce qui est assez frappant, c'est que, par exemple, j'ai fait une enquête dans les années 2019, dont je vous ai dit que c'était Génération surdiplômée. La politique était quand même, une partie de ces surdiplômés était attirée par des partis centristes, alors la Macronie ou le centre. Il y avait encore une place chez eux pour des positions centristes. Là, c'est spectaculaire, les résultats sont spectaculaires. Et d'ailleurs, il y a une partie en Allemagne qui était donnée à peu près la même chose. Ils votaient tous pour les Verts. Et ils estimaient qu'ils étaient dans une génération qui est traitée injustement. Donc, ils veulent changer radicalement. Alors, ça vous paraît un peu... Mais néanmoins, il y a des choses extrêmement positives chez cette jeunesse. Les trentenaires. D'abord, ils sont profondément européens. Ils ne sont pas du tout, pas tant que ça, centrés sur la question nationale. Donc, c'est comme je pense qu'il y a des gens de la défense, je livre cette information. Ils se sentent identifiés à l'Europe, et à l'Europe avec les valeurs qu'elle a portées, c'est-à-dire de l'humanisme, laïcité, souci d'autrui, intérêt pour la culture, etc., etc. L'autre chose, alors je vais peut-être dire, ils ne sont pas fascinés non plus par une société où, comme la Silicon Valley compte le faire et continue de le faire, dans laquelle les modes de vie et le comportement des individus est structuré par de la technologie. Ils ne sont pas d'accord. Donc la vision d'Elon Musk de la technologie partout, l'homme augmenté ne les fascine pas spécialement. Et ils sont plutôt, d'une certaine façon, des flambeaux pour une conception très européenne, très démocratique, et c'est un peu le système de valeurs qu'ils entendent développer. Alors, par rapport à Internet, bon, c'est une partie que j'ai évidemment développée, je dirais qu'ils sont très méfiants. Alors, ils sont plutôt experts. Bon, ils utilisent très, très bien Internet et dans tous les sens, parce qu'ils l'utilisent dans leur travail et aussi dans la vie personnelle. Donc, c'est les premiers consommateurs, organisateurs de vacances à travers Internet. Évidemment, ils pratiquent souvent des métiers d'écran, pas tous, mais bon. Donc, au fond,
ils savent bien manier, ils sont méfiants, c'est pour ça que par rapport ils sont pas nécessairement, ils savent détecter les fake news, ils sont en alerte, aux aguets en permanence sur la façon dont les réseaux sociaux se sont développés. Ils ne sont pas naïfs et ils sont, ils n'ont pas du tout une adhésion morale tellement forte à cette symbiose homme, individu, machine qui a été développée par la Silicon Valley. Voilà. Merci. Nous allons laisser la place à notre dernier intervenant, M. Baptiste Robert de Predictalab. Donc 1 minute pour vous présenter et 15 minutes d'intervention. Alors, je vais faire un petit peu différemment de mes camarades. Je vais me placer devant. J'aime bien marcher. J'ai un peu la bougeotte. Donc, j'ai 1 minute pour me présenter. Je m'appelle Baptiste Robert. Je me suis fait connaître il y a une dizaine d'années comme hacker pour avoir trouvé des failles de sécurité dans des applications. Et comme j'aimais bien avoir des problèmes et faire affaire à certains d'entre vous, je me suis attaqué à beaucoup d'applicatifs gouvernementaux dans différents pays, que ce soit en Inde, aux États-Unis, en Chine, Russie, Vatican, et puisqu'il faut bien tester chez soi aussi, en France. Je me sens énormément concerné ce soir, puisque dans tous les thèmes, je m'y retrouve. On a parlé d'influenceurs, j'ai plus de 250 000 followers sur Twitter, donc je pense que je rentre dans la catégorie. On a parlé de trentenaire, j'ai 36 ans, je me sens concerné aussi. Et la tâche me revient de parler de sécurité nationale devant vous ce soir et d'essayer de faire un pont avec tous nos sujets. J'ai 15 minutes pour parler de tout ça, vaste programme. Les réseaux sociaux ont changé ma vie, fondamentalement. Intrinsèquement, il y a 10 ans, je me suis fait connaître par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai 250 000 followers, je l'ai dit tout à l'heure, c'est énorme. Ça a des impacts psychologiques, ça a des impacts dans votre vie, et votre parole n'a pas la même portée. Quand vous avez une influence telle, ça vous met une certaine responsabilité. J'ai reçu encore, il y a quelques jours, des jeunes gens qui me disent j'ai vu une de tes conférences et du coup j'ai décidé de changer de cursus. Ou alors je me suis intéressé à la cybersécurité parce que j'ai regardé ton profil Twitter. Donc on parle beaucoup de désinformation, on parle beaucoup de narratifs, tu l'as dit dans ton intervention, en fait de narratifs qui sont poussés par des États, mais les réseaux sociaux ont aussi un excellent côté. Je suis d'accord qu'il y a énormément de mauvais côtés. Alors, quel est l'impact sur la sécurité nationale? Moi, je prendrais un angle, j'ai pas beaucoup de temps, je prendrais le côté de la cybercriminalité. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur Twitter, mais vous en avez également sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, ces réseaux sociaux, ces applications de messagerie plus largement, sont les vecteurs de communication de criminels, de cybercriminels, d'escrocs, d'arnaqueurs qui vont faire leur business, qui vont faire leur commerce à travers ces vecteurs de communication-là. Ça leur permet d'atteindre un public de consommateurs et ça leur permet plus largement de diffuser ce qu'ils veulent bien diffuser. Et est-ce que ça a un impact sur la sécurité nationale? C'est ça la question qui nous est posée ce soir. En un certain sens, oui. La désinformation est un sujet à part entière, on pourrait y passer des heures et des heures. Effectivement, vous avez aujourd'hui des États qui poussent des narratifs particuliers. Moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur l'Inde. L'Inde, le BJP, le parti au pouvoir, a aujourd'hui une armée de personnes qui vont payer quelques centimes pour aller tweeter. Et tous les matins, ils reçoivent des narratifs différents, avec des tweets. Et ils doivent pousser certaines images, certains même, ça a été discuté, et ils poussent ça toute la journée. Et ils décident de cibles. Moi, j'ai été littéralement la cible de tout le parti pendant plusieurs semaines, où je me suis fait inonder de messages. Donc ça peut réellement changer la perception des gens, et ça a un vrai impact nationalement. Est-ce que ça a un impact sur la sécurité? C'est un autre sujet. La cybercriminalité, aujourd'hui, utilise énormément les réseaux sociaux pour faire la publicité de ses exploits. Quand un site est attaqué, quand un site fuite, c'est par les réseaux sociaux principalement que la communication se fait. Ensuite, on va déporter
sur des sites qui vont être sur le dark web. Mais par exemple, vous avez un groupe aujourd'hui qui s'appelle le Lapsus, il y a un groupe qui s'appelle le Crimson Collective, de personnes, de jeunes gens qui se sont mis ensemble, qui ont fait fuiter, vous connaissez peut-être une très grosse société qui s'appelle Salesforce. Ces jeunes gens, ils ont créé un site internet sur le dark web, et pour faire la pub de ce site sur le dark web, ils sont passés principalement sur Twitter. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs influenceurs cyber, notamment, qui publient le site internet et qui vont faire la publicité de ces données-là. Et là, ça a un impact sur la sécurité de nos entreprises, donc en termes d'intelligence économique, c'est un vrai sujet, mais aussi en tant que sécurité nationale, parce que potentiellement, vous avez dedans des entreprises qui sont très sensibles. Donc, est-ce que les réseaux sociaux sont un danger pour la sécurité nationale? En un sens, oui, plus que c'est un vecteur de communication qui permet de répandre au plus largement, au plus grand nombre, ce qui se passe, les différents délits que vous ne connaissiez pas avant. Est-ce qu'on est foutu pour autant? Pas forcément. Et c'est là où des sociétés comme la mienne, des personnes comme moi, ou en tout cas comme j'essaie d'être, interviennent. En tant que... il y a 5 ans, je suis parti de ce constat-là, c'est que j'ai étudié la désinformation lors du mouvement des Gilets jaunes. Et la désinformation poussée par des États pour influencer non pas les populations françaises, mais les populations étrangères vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes. Ma question de base était de dire, est-ce qu'il y a des gens, des entités, qui essaient de pousser un narratif différent que de celui de la réalité, pour influencer non pas les Français, mais pour influencer les personnes étrangères. Pour se dire, oh, la France, c'est vraiment une zone de guerre en ce moment. La réalité, c'est que vous en aviez plusieurs, et pas que les Russes. Parce que la réponse facile chez nous, et souvent, c'est les Russes. Tout ça pour dire qu'on a aujourd'hui des solutions techniques. Et on a des solutions techniques qui existent. Ces solutions techniques, ce n'est pas une fin en soi. Elles doivent être adaptées à des cas d'usage, à des doctrines d'emploi. Et c'est là où le milieu de la défense, c'est là où les services spécialisés doivent s'adapter. L'OSINT, ce n'est pas cherché sur Google. L'OSINT, aujourd'hui, là, on estime, alors c'est des stats qui valent ce qu'elles valent, mais on estime qu'entre 60 et 80% du renseignement, demain, sera issu de sources ouvertes. Donc on ne peut pas faire sans. On ne peut pas non plus faire ce qu'on fait en ayant une application stricte du RGPD à la lettre. À un moment donné, si on s'occupe de la sécurité nationale, on ne peut pas non plus aller prévenir tout le monde qu'on va utiliser les données. Donc il faut respecter nos valeurs, d'un côté, mais il faut également faire ce qu'il faut pour faire la mission dans laquelle on a été engagé. Des outils, j'ai la chance d'avoir de prendre souvent l'avion et d'avoir parcouru un peu le monde. On a énormément de retard. Quand je dis énormément de retard, on a techniquement énormément de retard. Aujourd'hui, il existe des outils. Ces outils sont présents dans d'autres pays. On n'a pas ces outils-là. On n'a pas ces outils-là, on n'a pas su faire naître ces sociétés qui vont permettre de nous protéger. Nous protéger sur le plan de la défense, mais nous protéger également sur le plan de l'offensif. Il n'y a pas de raison, c'est un jeu auquel tout le monde joue. Pourquoi nous, on ne jouerait pas ? Et c'est ce que je voulais vous montrer à travers, directement, à travers ça, c'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, des cybercriminels sur les réseaux sociaux et que vous allez récupérer des points de données qui vont être soit des adresses e-mail, des pseudonymes, des numéros de téléphone, on a, par exemple, nous, créé ça va arriver. On a, nous, par exemple, créé un site internet qui s'appelle predictasearch.com. Vous rentrez une adresse email et directement, vous avez un rapport complet avec l'intégralité des informations. Et c'est aussi ça, la chance pour la sécurité nationale, les réseaux sociaux, Internet et en fait, toute la partie des données ouvertes. C'est qu'à partir d'un point de données, vous pouvez en relier énormément d'autres. Et pour vous montrer comment ça se profile, ça, c'est une enquête. On a un logiciel qui nous permet de faire une carte globale de l'empreinte numérique de quelqu'un. Ça, c'est l'empreinte numérique d'un cybercriminel russe. Seulement à partir de données ouvertes,
en n'utilisant que des données ouvertes, en partant de son pseudonyme Twitter, donc sur les réseaux sociaux, on a réussi à retrouver son identité complète. 3 semaines après, la police brésilienne débarquait chez lui à l'adresse qu'on avait trouvée sur Internet. Donc c'est les réseaux sociaux, toutes les informations laissées par les cybercriminels sont aussi en fait, en tant que telles, une chance pour nous qui sommes en charge de défendre, plus que ça nous permet de récupérer de l'information. Et tous cybercriminels ils sont comme tout le monde, ils sont feignants et ils font des erreurs. Et comme on laisse énormément de données sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, et qu'ils ont la même consommation des réseaux sociaux que vous et moi. Quand ils sont frustrés, ils mettent n'importe quoi. Quand ils sont énervés, ils mettent n'importe quoi. Et quand ils boivent trop, ce qui leur arrive souvent, ils mettent n'importe quoi. Et donc, on peut récupérer énormément d'informations de ce type-là. Ce n'est pas la seule source de renseignement. Évidemment, ça reste de la donnée de basse qualité. Mais c'est énormément de données qui, ensemble, recoupées, peuvent faire du renseignement utile. Et je voulais vous montrer une dernière chose. C'est l'implication aussi en termes de sécurisation de cette donnée ouverte. Cette donnée qui est ouverte, disponible sur Internet, elle peut amener énormément de soucis qui aujourd'hui sont un peu sous-estimés. Vous avez tous un téléphone. Vous avez tous un téléphone, vous avez tous des applications sur votre téléphone. Ces applications vont parfois vous montrer de la publicité. Il y a une source de renseignement qui va s'appeler l'ADINT, Advertising Intelligence. Cette source-là, c'est-à-dire que vous êtes sur Twitter, vous recevez de la pub. Vous êtes sur Facebook, vous avez de la pub. C'est le modèle économique de ces réseaux sociaux. Comment les réseaux sociaux fonctionnent aujourd'hui? C'est ils veulent récupérer votre attention pour que vous restiez le plus longtemps possible sur la plateforme. Le but du jeu étant d'entraîner le plus possible de l'engagement, que vous commentiez, vous likiez, que vous réagiez. Il faut réagir de manière à ce que vous restiez longtemps et donc vous voyez plus de pubs. Le but à la fin, c'est de vous montrer de la pub. Cette publicité, en réalité, la manière, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais en règle générale, quand vous avez la publicité, votre localisation fuite. Cette localisation, elle va être ensuite récupérée par des tiers, qui vont la récupérer par d'autres tiers, etc., etc. Et à la fin, ça finit dans les mains de data brokers. Ces data brokers, ils font ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils font commerce. Si vous leur demandez gentiment, ce que je suis allé faire, parce que je suis un mec gentil, vous leur posez la question gentiment, ils vous donnent la donnée gentiment. Ils vous la vendent même. Et vous pouvez même négocier le prix. Ces données-là, qui sont beaucoup de données, hein, c'est des millions et des millions de données par jour, vous pouvez tout à fait la structurer, l'ingérer dans une base de données, la mettre sur une carte. Et qu'est-ce que ça donne? Et ce sera ma présentation de fin. À la fin, on obtient un lieu que certains d'entre vous doivent connaître. Donc, sur ce fort de Noisy, par exemple, vous pouvez tracer une zone. Vous tracez une zone et vous dites « Je veux toutes les personnes qui, dans la semaine du temps au temps, ont regardé une publicité. » Ça veut dire que tous les petits points que vous voyez, c'est des personnes. Et là où ça va plus loin, c'est que pour chaque point, je peux avoir l'historique. Je veux savoir où cette personne était les 3 dernières semaines. Je veux avoir tous les endroits où elle a pingé, où elle a regardé une publicité. Et donc on peut retrouver où est-ce que la personne habite, où est-ce qu'elle travaille, où est-ce qu'elle va déposer ses enfants. On peut avoir des endroits liés à de l'opérationnel. Et ça, c'est un problème pour la sécurité nationale. Si moi je l'ai, plein de monde là. Est-ce qu'on fait quelque chose? C'est un autre sujet. Là, c'est un exemple, c'est fait exprès, j'ai tiré le trait loin. C'est un service particulier.
Sur des grosses sociétés, vous imaginez que la maturité n'y est pas. Sur une centrale nucléaire, sur de l'infrastructure critique, on devrait faire ça partout. Et si demain, ça finissait sur les réseaux sociaux, on fait comment? Si quelqu'un qui récupère ces informations, parce que après tout, c'est pas si compliqué, comment on fait? Comment ça se passe? Quelle réaction on doit avoir? Et donc, c'est collectivement la réflexion qu'on doit avoir, et j'en terminerai là, à 1 minute près. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que les réseaux sociaux portent atteinte à la sécurité nationale? Est-ce que les influenceurs portent atteinte à la sécurité nationale? La réponse est oui et non. Ces gens-là, on peut les retrouver. Est-ce qu'il y a une volonté manifeste de faire de la désinformation sur du long terme? Oui. Est-ce que ça nous empêche de faire pareil? Non plus. On peut retrouver les gens. Personne n'est anonyme sur les réseaux sociaux. Il nous faut les bons outils aux bons endroits pour les bons cas d'usage. Une fois qu'on sera équipé, c'est comme quand on fait la guerre, si on a la bonne arme, le bon renseignement et qu'on sait où aller, il n'y a pas de problème, à la fin on finit par gagner. C'est le même sujet avec le numérique. Donc oui, en un sens, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un vecteur de communication qui permettent une diffusion large, et ça, c'est un problème. Mais oui, on peut aussi lutter contre ça. Merci pour votre attention. Henriette, une question? Merci beaucoup pour vos interventions. Comme première question, peut-on dire que dans le cyberespace, il y a des frontières? Il y a je pensais par exemple avec les États qui peuvent justement essayer aujourd'hui de légiférer concernant les réseaux sociaux, ou alors on va dire qu'ils peuvent mettre en place des politiques publiques. Je peux penser également à une loi russe de 2015 qui, je crois, dit que les données concernant les citoyens de la Fédération de Russie doivent être stockées en Russie. Et justement, via un certain nombre d'actions, notamment de la part des États, peut-on dire qu'il y a, oui, des frontières qui se mettent en place? Alors, c'est évident qu'aujourd'hui, il n'y a que des jeunes dans la salle, mais pour les plus vieux, Internet s'est bâti sur l'idée on connecte des ordinateurs. La beauté d'Internet, c'était que tout le monde pouvait parler avec tout le monde. C'était le but, c'était la philosophie de base, c'était qu'on puisse échanger de manière internationale, qu'on puisse faire un partage de connaissances. C'était ça la base d'Internet, c'était ça la volonté globale de se dire, c'est un espèce d'œcuménisme global où on a du partage de connaissances. Cet idéal, il est mort dans l'âme depuis très longtemps, et aujourd'hui, on va avoir des Internets. On a déjà un Internet chinois qui est déjà séparé depuis très longtemps et qui, volontairement, que ce soit en termes d'infrastructure, que ce soit en termes logiciels, il est séparé depuis très longtemps. On a un Internet russe qui est en train de se mettre en place. Et évidemment, on a, de manière entre guillemets virtuelle en termes de régulation, on a un Internet européen qui est en train de se mettre en place également, puisqu'on voit que certaines innovations faites par les géants américains n'arrivent pas, qui sont des mesures de rétention américaines évidemment, mais qui sont des réponses à la régulation européenne. Et donc on a effectivement une segmentation des Internets, et aujourd'hui on va petit à petit se renfermer et on va avoir des régulations différentes. Et c'est là où est le conflit, en fait. Il y a un conflit culturel également. On en a un petit peu parlé avec la Silicon Valley, la culture et la philosophie qu'il y a derrière. Mais on est sur aussi un choc de culture qui est que ces grosses sociétés qui ont énormément de pouvoir et qui surtout rayonnent partout ne peuvent pas
même si elles étaient de bonne volonté, ne peuvent pas respecter les demandes des uns et des autres sans casser, par exemple, la question du chiffrement, qui est une question d'actualité avec Chat Control pour ceux qui suivent les débats européens. On ne peut pas casser le chiffrement. Si on le casse une fois, on le casse pour tout le monde. Et donc, ces sociétés-là qui travaillent partout, il y a un moment donné, il faut bien qu'ils prennent une décision et l'illégalité de l'un fera peut-être la légalité de l'autre et vice-versa. Donc, on arrive effectivement vers les internets vont se renfermer et on va arriver sur des bras de fer de plus en plus présents, mais on peut déjà l'annoncer, on va perdre parce qu'on n'a pas la donnée, on n'a pas les sociétés et on n'a pas l'argent. Donc il y a un moment donné, celui qui gagne, c'est celui qui a l'argent. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Il y a quand même un principe de base sur Internet, c'est-à-dire que les grands opérateurs sont censés, donc ce qu'on appelle les hébergeurs, sont censés, sur signalement ou par leur propre action en ayant des gens qui surveillent, exercent une surveillance en leur sein, des contenus qui sont considérés comme illicites, on peut théoriquement, effectivement, les signaler et ensuite les soumettre à les sanctionner. Ça, c'est très théorique, de mon point de vue. C'est-à-dire que la régulation d'Internet, il y a plein de dispositions juridiques ou de dispositions techniques, puisqu'une grande partie aussi de la régulation se passe par effectivement la surveillance des images, la surveillance des termes utilisés, bon, etc. Mais c'est un tel océan qu'en général, c'est un peu, comment dire, c'est vider la mer avec une petite cuillère. Et c'est très peu opérant. De mon point de vue, j'ai écrit je ne sais combien d'articles qui s'intitulent « Réguler Internet » avec une grande interrogation, même pas en rêve, c'est-à-dire avec une formule un peu ironique. C'est quand même comme ça que ça fonctionne. Il y a des règles, notamment en Europe. Mais d'abord, quand une infraction est réalisée, il faut la localiser, trouver la personne qui est en infraction. Souvent, elle est à des milliers de kilomètres. Tout ça, ça prend un temps fou. Et le temps qu'on en fasse toute cette opération, eh bien, la personne a disparu, a effacé son site, est repartie ailleurs, etc. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur la régulation autour de la pornographie ou sur le cyberharcèlement concernant les jeunes. Oui, on a progressivement, il faut remercier d'ailleurs l'Europe, mis en place des dispositifs de régulation. En France, vous avez un site aussi pour les jeunes qui sont en difficulté, qui sont harcelés. Vous avez les signalements, vous pouvez signaler à Pharos, qui est une institution qui a été créée. Mais néanmoins, ça opère plus par la peur du gendarme, mais dans la réalité, c'est quand même assez inefficace. Et mon inclination, c'est de penser que le monde d'Internet, avec la philosophie de départ, qui est effectivement, tout le monde peut communiquer avec tout le monde, il n'y a pas de barrière, on peut utiliser l'anonymat, l'anonymat est tout à fait admis, alors que par exemple, des personnes plus âgées préféreraient qu'il n'y ait pas d'anonymat, on pourrait imposer le non-anonymat, mais les jeunes sont plutôt contre pour ne pas lever l'anonymat, ils sont plutôt favorables à l'anonymat. Donc ça veut dire qu'aussi les nouvelles générations sont aussi avec cette idée-là, que la liberté, avant tout, y compris sous anonymat. Mais pour ce qui me concerne, en termes de... Je suis toujours, parce que je suis souvent consultée, puisqu'ayant été au CSA, on a mis en place les premières dispositions pour pouvoir réguler, parce que les médias anciens, on les régule très très facilement, mais les médias nouveaux, c'est, de mon point de vue, compte tenu de la mondialisation, compte tenu du fait que la plupart, les sites les plus importants sont basés aux États-Unis, et qu'aux États-Unis, comme vous dites, la loi elle est très différente de la loi européenne, et je ne parle pas même de la Chine, qui est encore un autre cadre juridique. Donc, comment dire, il y a beaucoup de débats sur la régulation d'Internet, mais en réalité, c'est peu efficace. Par exemple, Facebook, prenons Facebook ou n'importe lequel de ces... Ils emploient des milliers
de personnes pour vérifier ce qui se passe. Mais en fait, d'abord, vous voyez une image, c'est très compliqué de dire si elle est illicite ou pas. Parfois, c'est facile, mais souvent, ce n'est pas si simple. Et en plus, bon, les jeunes qui font ce travail, moi, dans mon séminaire à l'EHESS, il y avait des jeunes qui avaient été employés par Facebook pour faire justement de la veille sur les réseaux de Facebook, où ils disaient, bon, c'est très compliqué. En plus, on voit des choses absolument horribles par moment. Il y a un problème aussi des régulateurs, des jeunes qui sont employés, qui voient des choses absolument incroyables et qui sont aussi après des clients de psychologues, parce que c'est... J'y crois pas. Je suis très dubitative. Je pense que c'est bien. Évidemment, il faut mettre toutes les règles qu'on peut. D'abord, ces règles, elles sont mal vues aux États-Unis. Elles sont en France, en Europe, bien acceptées. Mais quand même, pour trouver quelqu'un qui opère du cyberharcèlement, c'est pas si simple. Bon, qui diffuse des fausses nouvelles. Alors là, c'est encore plus difficile, parce que qu'est-ce que c'est une fausse nouvelle? Bon. Voilà, donc il y a un cadre juridique très, très fourni, abondant, avec au départ des principes extrêmement, non seulement acceptables, mais souhaitables. Mais au bout du compte, c'est quand même un peu une mer qui fonctionne un peu à l'abri de tout, y compris dans le darknet. Bonsoir, c'était très intéressant vos trois propos. Moi, ma question, c'est plus, vous avez chacun dressé un peu vos constats sur la situation. Quelles sont vos solutions pour y remédier ou du moins les atténuer? Alors, il y a un point qui est très important, et c'est pour ça que j'ai pris la parole en premier, et ensuite je la redonnerai bien sûr bien volontiers. Notre think tank, à chaque fois que nous faisons un événement, fait des propositions légales vis-à-vis du sujet. Donc nous avons des propositions qui sont liées à nos interventions. Je ne sais pas si notre présidente Henriette Caux souhaite en parler. Oui ? Oui, nous avons une philosophie qui est nous ne sommes pas le mur des lamentations. Donc, nous finissons sur des propositions que nous pouvons soumettre à des parlementaires. J'adhère totalement aux solutions techniques au-delà de la législation qui est parfois un peu pieux dans ce monde interconnecté. Vous aurez sur le site internet liberté-prospective.org, mais vous tapez sur Google. Il est très bien référencé, liberté prospective. Nos propositions, nous visons plutôt une cyberculture. Il y a des outils pour informer le public et je vous invite à suivre nos conférences et à regarder les propositions que nous ferons. Là, pour l'instant, je ne suis pas photographiable. Est-ce que vous avez des propositions sur l'anonymat? Non, on n'a pas traité, mais on peut travailler avec vous. Voilà, donc la première réponse que je voulais vous apporter en premier, c'est que donc le think tank, par rapport à cet événement, va faire des propositions légales. C'est un très bon point parce qu'on parle souvent des problèmes. On est français, on aime bien râler, c'est un peu une spécialité, donc c'est bien de parler de solutions parfois. Les solutions, elles existent, mais il faut être courageux dans les décisions. Et on aime bien aussi taper sur les États-Unis de notre côté, mais la réalité, c'est qu'il y a une vraie volonté et il y a un vrai effort qui est fait. Quand on prend un exemple qui est très symbolique, qui est Palantir, on prend l'exemple de Palantir aux États-Unis. Palantir a dégagé des bénéfices au bout de 15 ans. 15 ans. C'était l'année dernière, je crois. Ils ont mis 15 ans à être en positif. Ils ont dépensé des centaines de millions de dollars. Ils en ont perdu énormément de l'argent. Aujourd'hui, un chat GPT, un OpenAI,
paye des millions et des millions de dollars en crédit à AWS. Aucune société française ne peut rivaliser. Aucune. Il n'y a pas de Palantir français, pour une raison simple que c'est infaisable. Vous allez voir votre banque et elle vous demande combien vous avez de fonds propres et est-ce que vous êtes rentable. C'est infaisable dans notre mentalité. Il y a un moment donné, il faut que l'État français fasse un choix de dire ce sera toi. Ce sera toi, telle société, tu seras le champion. Et on va mettre l'appareil de l'État derrière toi. On va alimenter ton compte tant qu'il faudra, et on contrôlera ce qu'il faudra contrôler, on fera tout ce qu'il faut, mais on te poussera, toi. Et on arrête de filer 50 € à un, 50 € à un, 50 € à un, et à dire « allez-y les gars, débrouillez-vous ». Ce qui est la politique actuelle. Il y a un moment donné, il faut choisir nos champions. Une fois qu'on a choisi, on s'aligne tous derrière et on y va. Il y a beaucoup trop d'ego. Tout le monde aujourd'hui, que ce soit sur le plan technique, mais même dans les échelons supérieurs, tout le monde pense qu'il est meilleur que l'autre, que lui, il va y arriver. La vérité, c'est que non, on va tous pas y arriver, en réalité, à se mettre comme ça. Donc il y a un moment donné, il faut que même le monde de la défense arrête de se regarder, arrête de faire de la pseudo-veille et qu'elle se dise, voilà, on en a un, lui il marche, eux c'est une bonne équipe et ça part des gens. Le chemin, l'aventure d'un entrepreneur, c'est les gens et après c'est l'idée, c'est la technique. Eux, c'est des gens sur lesquels on peut compter, on va les pousser et on va les pousser partout. J'ai eu la chance d'aller en Ukraine, j'ai eu la chance d'aller dans différents pays. Quand on voit les délégations israéliennes arriver, quand on voit les Américains arriver en Ukraine, ils viennent avec l'État, ils viennent avec les ambassades. Même la contractualisation est facilitée par l'appareil de l'État. Nous, on arrive et on fait ce qu'on peut. Et on nous donne une tape dans le dos et on nous dit « Salut les gars, allez, bonne chance ». On n'y arrivera pas. Dans la manière actuelle, on n'y arrivera pas. Et pour ça, il faut une volonté claire, il faut une volonté politique, avec un objectif économique sur du long terme. Il nous faut une vision. Et il faut une vision. Aujourd'hui, on n'a pas de vision. On survit. Et on survit parce qu'on n'a pas d'argent, fondamentalement, ou en tout cas, on ne met pas l'argent là-dessus. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et moi, c'est un problème qui me touche directement, plus que quand on regarde le marché de l'OSINT, même de manière internationale, vous avez des choses qui sont géniales, mais personne ne sort du lot. Et même dans plein de pays différents, il n'y a pas que la France, hein, mais personne ne sort du lot parce que personne ne met l'argent où il faut, à part côté américain et israélien. Vous avez des solutions russes et chinoises. C'est QFD. Et dans 5 ans, on ira tous pleurer qu'il n'y a pas de champion français. Une autre question? Oui, excusez-moi. Oui, j'avais une question. En fait, il y a une partie qui a été un peu répondue concernant... c'était le juste équilibre entre ce qui concerne la liberté d'expression et la protection contre les fake news. Mais également, j'avais aussi une question qui était... là, vous avez présenté justement l'assassin vous avez évoqué l'assassin de Charlie Kirk. Imaginons, on a vu dans les informations, par exemple, beaucoup de radicalisés islamistes qui avaient des discours de haine. Bon, imaginons le cas suivant, on a la prévention, mais quid, une fois que ces personnes-là retournent, je dirais, dans la nature, est-ce qu'il y a un suivi indirect sur leur activité? Est-ce que les forces de police, par exemple, suivent encore les personnes ou c'est uniquement lorsque ces personnes, justement, ont encore un discours de haine On ne peut pas suivre tout le monde. Faire suivre des gens, c'est lourd. Ça demande... C'est pas une personne qui suit une personne, c'est tout un dispositif. C'est long, c'est coûteux et c'est pas très intéressant parce que la plupart du temps, votre vie, elle n'est pas très intéressante. Et même la vie de quelqu'un qui est radicalisé, c'est pas super intéressant. Donc il y a plein de gens qui ont été suivis pendant très longtemps et qu'on a loupé parce qu'en fait ils sont en low profile et ils sont pas très intéressants. Et on n'a pas les capacités, même si on avait les capacités, c'est pas très pertinent
on n'a pas les capacités de suivre tout le monde. Il y a effectivement un delta à faire entre liberté d'expression et attention à la définition des mots. Liberté d'expression, notre définition de la liberté d'expression n'est pas équivalente à la définition de liberté d'expression américaine. Ça ne veut absolument pas dire la même chose. La question, c'est de se dire à quel moment on passe la ligne. À quel moment là, ça devient un problème. Et l'autre problématique, qui est un peu la thématique de ce soir, en fait, en réalité, c'est de se dire, au nom de la sécurité nationale, jusqu'où on peut aller? Jusqu'où on peut restreindre les réseaux sociaux? On a parlé de lever l'anonymat, on a parlé de régulation. On peut parler de plein de choses, il y a plein de pseudo-solutions, en fait, en réalité, derrière. On peut en inventer plein. Mais la question, c'est de se dire, en tant que peuple français, en tant qu'Européens, avec le corpus de valeurs qui sont les nôtres, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher en termes de liberté individuelle, en termes de données personnelles, pour assurer la sécurité nationale? Ce n'est pas une question facile, hein, il n'y a pas de vraie réponse, et la réponse sera très différente en fonction des uns et des autres. Et là-dessus, la réponse d'un Français n'est pas la même qu'un Européen. Oui. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les cellules dormantes, par exemple, de terroristes islamistes, peuvent passer sous les radars et se remettre après en fonctionnement. En fait, c'est pas si simple, parce que la réalité, c'est qu'entre une activité en ligne et une activité dans la vraie vie, c'est pas les mêmes réseaux. La réalité, c'est que les réseaux sociaux vont amener de la donnée qui vont être de faible qualité, comme je disais tout à l'heure, qui parfois vont amener des signaux faibles, mais dans les signaux faibles, vous pouvez avoir énormément de choses, du bien et du pas bien du tout, et vous avez souvent des choses de qualité très médiocre. Par contre, dans la vraie vie, il y a effectivement des réseaux. Pour aller récupérer une arme, il y a plusieurs façons, mais pour aller vous équiper, il y a des circuits. Il y a des circuits où vous allez vous radicaliser sur du religieux, vous allez vous radicaliser sur tout un tas de choses, et ces circuits sont connus, et effectivement, là, on a des gens compétents aux bons endroits. Donc, il faut distinguer en fait les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous dites à mort tous les Français sur Twitter que vous allez forcément prendre les armes et aller dans la première grande surface pour tuer tout le monde. Il faut distinguer cette chose-là, et la réalité, elle est toujours beaucoup plus compliquée. Et c'est là où on voit que si tous les Français qui râlaient sur Twitter mettaient à exécution leurs menaces, ça fait longtemps qu'on n'aurait plus de peuple français, ni de démocratie, ni plus rien. Donc en fait, entre ce que les gens se vomissent, on va le dire comme ça, entre le défouloir qu'est les réseaux sociaux, parce que c'est la nature humaine, en fait. Je suis énervé, je suis stressé, je suis frustré, donc je mets n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et entre la réalité, il y a un delta qui est immense. La question en termes de sécurité nationale, c'est de se dire, oui, parfois, il y a des gens qui sont radicalisés et qui, juste avant de passer à l'acte, vont mettre un post ou deux sur les réseaux sociaux. Et comment on attrape ces gens-là? Et chez nous, c'est plus compliqué d'aller trouver une arme. C'est pas, si vous savez où, vous pouvez le faire assez facilement. Mais disons qu'aux États-Unis, vous avez juste à aller au Walgreens du coin et vous allez choper, vous allez au comptoir et vous payez, fin de l'affaire. Globalement, j'exagère à peine. Donc il y a des pays où c'est beaucoup plus simple de se dire oh, allez, là, c'est bon, c'est fini, je prends les armes, je tue tout le monde. Chez nous, donc il y a une vraie nécessité chez eux d'être très en amont dans la détection. Nous, on a cette chance-là que, normalement, on ne peut pas s'équiper comme ça. Parce que c'est vrai qu'on a des discours de haine sur Twitter, des discours qui peuvent être antisémites, et puis, voilà. Enfin, vous avez répondu. On pourra continuer la discussion après. Non, je voudrais dire quand même, la liberté d'expression, elle est encadrée dans le cadre européen, en tout cas dans le cas français, effectivement, sur les propos racistes, homophobes, etc. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, ensuite, il faut juger sur des propos. Est-ce qu'on peut vraiment distinguer? Quand j'étais au CSA, on peut passer des heures à regarder une séquence, par exemple, une séquence violente dans des films, pour savoir si on peut les diffuser à des heures de grande écoute. Les gens ne voient pas la même chose. De ce point de vue-là, c'est vrai que le récepteur
a sa propre individualité et ne voit pas du tout les mêmes choses. Donc la régulation de l'audiovisuel ou des images ou du cinéma d'ailleurs, c'est extrêmement compliqué parce que chacun y va de sa propre subjectivité. Il y a un autre point que je voulais rajouter, c'est que l'information peut se trouver sur un site, mais le site n'est pas basé sur le pays où se trouve le... Donc il faut... il y avait eu le problème sur les sites islamistes qui faisaient des appels... et il y avait toute une législation pour savoir sur le pays où se trouve l'information, est-ce que c'est la même considération que sur le pays où la personne reçoit et lit l'information. Donc il faut passer déjà cela. Ce qui est assez... moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et Baptiste l'a dit, c'est qu'il y a de plus en plus de comptes qui s'ouvrent, des petits nombres de followers, l'information sort. S'il n'y a pas quelqu'un qui va informer que l'information est sortie, on va mettre peut-être 1, 2, 3, 4 jours pour le savoir, pour s'en rendre compte. Donc c'est très difficile à contrôler, ça va très très vite. Et une fois que l'information est partie, elle fait beaucoup de dégâts. Hein. On a vu des vidéos qui sortaient sur certaines personnalités et qui sont fausses. Mais elles ont déjà fait la moitié de la population et avant qu'on puisse le savoir, et les dégâts sont là. Donc de toute façon, on ne pourra pas l'arrêter. Maintenant, Baptiste a entièrement raison. S'il fallait surveiller tout le monde, là, voilà. Et c'est l'avantage de l'intelligence artificielle, par ailleurs. Une autre question. Oui, je voudrais juste rajouter une petite chose sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les process offensifs en France. Nous avons en France tout ce qu'il faut pour être offensif, dans toutes les manières que ce soit. Le seul souci, c'est le législateur. Ce sont les magistrats. Est-ce que vous savez combien de magistrats sont formés en cybercriminalité en France ? 7. 7. Pour toute la France. Ceux qui sont, entre guillemets, dans les grandes maisons, que ce soit la DGSI ou la DGSE, ce sont des magistrats qui donnent des feux verts aux opérationnels. Ce n'est pas comme aux États-Unis où les services de renseignement font une opération et les magistrats et les services juridiques interviennent après l'opération. Nous, on nous demande des feux verts avant l'opération. Si bien que 80% des opérations ne fonctionnent pas parce que, justement, nous n'avons pas la liberté que nous offrent les magistrats. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est qu'effectivement, l'opposition du gendarme, la CNIL, par exemple, pour ne pas les citer, ce sont des gendarmes sans moyens. On va leur apporter des dossiers hyper ficelés, mais qui ne peuvent pas fonctionner. On est limité en cryptage, on est limité en brouillage. Vous avez montré un super fort, mais si on avait des stations de brouillage comme aux États-Unis, comme la base 51, etc., je peux vous garantir qu'il n'y a rien qui serait sur votre panneau. Le seul souci, c'est qu'encore une fois, si vous faites ce brouillage, vous entamez la liberté des uns et des autres. Et donc, le magistrat va dire stop, on ne peut pas avancer. Et puis la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les faux culs, excusez-moi du terme, mais les alliés qui, eux, font un jeu qui n'est pas le nôtre. Et nous, on va dire, attendez, nous, vous avez vu, on est honnête, hein. Et vous pensez qu'eux vont être honnêtes sur notre propre territoire ? Mais vous plaisantez. On ne peut même pas demander aux Américains d'arrêter de nous brouiller l'Élysée, par exemple. D'accord ? Je pars du principe, c'est que si, en Europe, on veut faire une arme dissuasive en cybercriminalité, il faut commencer d'abord par être tous au même niveau. Comme aux Américains, qui ont des clés de cryptage supérieures aux nôtres, comme aux Belges, qui sont avant nous sur la classification OTAN du renseignement. On est quand même 5e. C'est-à-dire qu'on est derrière les Belges. C'est pas une histoire drôle. Hein. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal quand même. Hein. C'est-à-dire que nous, on est avertis après eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de porte-avions, mais c'est pas grave. Donc c'est pour ça que je dis à un moment donné, il faut vraiment, dans les écoles de magistrature, informer les magistrats et tout type de magistrats à la cybercriminalité, ça c'est la base. Et 2, leur dire, monsieur le juge, venez voir notre matériel, est-ce que vous pensez que ça
vous pouvez faire une législation pour qu'on puisse fermer des sites islamistes, former ou débrancher factuellement des personnes qui peuvent menacer la sécurité nationale. Ça, on peut en parler. J'adhère à ce que vous dites. Après, ça rejoint le sujet qu'on mentionnait tout à l'heure. C'est un choc de culture. Si vous l'avez dit, aux États-Unis, effectivement, le juge intervient après coup, ce qui n'est absolument pas la même chose en fait dans la manière de procéder. Chez nous, le juge valide et ensuite on fait ou pas, souvent ou pas. Et la question de la cyber, la question du numérique est absolument pas compris par personne, que ce soit pour le secteur du renseignement, mais même plus largement, ils n'y comprennent rien. Mais rien de rien. Même sur des escroqueries plus standards, même sur des arnaques, ça s'améliore. On commence à se doter un peu plus, mais c'est compliqué. Et c'est un sujet de fond, puisque aujourd'hui on parle de beaucoup de choses, mais en réalité, politiquement, il faut plus de fonds dans les forces de l'ordre, que ce soit de la police ou de la gendarmerie, mais surtout, il faut plus d'experts cyber au sein de celle-ci. Et il faut laisser à ces gens-là la possibilité de travailler. Pour avoir beaucoup d'amis gendarmes, personne n'est parfait, on a aujourd'hui des gendarmes cyber qui sont mobilisés à chaque fois qu'il y a un ordi dans une affaire. Vous allez perquisitionner le garage du coin parce qu'il a fait de l'escroquerie à je ne sais pas quoi. Il y a un ordi qui a été perquisitionné. On prend le gendarme cyber pour lui dire « vas-y, regarde l'ordi ». Et pendant ce temps-là, sur des affaires de type cyber, full cyber, il n'intervient pas. Et ça, c'est un vrai souci. On a un vrai problème d'expertise. Et ces gens-là, on ne va pas les inventer du jour au lendemain. On ne va pas dire « c'est bon, on a débloqué une ligne de budget, mettez-nous les experts cyber ». Ils vont pas, il faut les former, il faut les appâter, il faut qu'ils viennent. Et ça, c'est un vrai sujet. Et après, la question de dire il faut former plus de magistrats, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il ne faut pas changer aussi ce paradigme et dire, dans le cadre du renseignement, et on s'est plutôt durci en fait, ou alors en tout cas on a posé un cadre sur la loi du renseignement qui n'existait pas, ou en tout cas qui n'avait pas été finalisé. Est-ce qu'il ne faut pas les faire passer après? Est-ce qu'il ne faut pas changer justement ce paradigme? Quelle latitude on laisse au service et en fonction de la réponse, où est-ce qu'on met le contrôle associé en question? Il faut, et on en revient toujours à la même question, au nom de la sécurité nationale et pour assurer cette sécurité nationale de la part des services, et ce qui est normal, c'est la mission légitime qui a été donnée, jusqu'où on peut aller et quelle latitude on peut faire et quel contrôle on peut mettre pour éviter les abus, parce que comme chez tout le monde, il y a des abus et c'est normal, mais c'est comment on s'organise pour ça. C'est une question sur laquelle il faut répondre et sur du long terme, encore une fois. Aujourd'hui, on est un peu timide sur tout et on ne pose pas les sujets. Donc si on ne pose pas les sujets, on n'a pas de réponse non plus. Autre question? Bonjour, je m'appelle Émeric Garzaro, je suis aujourd'hui étudiant en première année en Bachelor Management International. Et ma question arrive un peu plus tard que prévu, mais comme Monsieur Deniel nous l'a tous rappelé, comme quoi l'influence et la désinformation peut mener à des catastrophes, ma question portait sur un scénario qui serait celui d'un parlementaire ou d'une personne dans un poste décisionnel et critique, comme dans une centrale nucléaire. Est-ce que ce serait possible que des services malveillants, en utilisant la position d'une personne qui a un rôle critique dans notre société, soient ciblés et qu'on ne lui montre que des contenus qui sont faits personnalisés complètement pour l'impacter lui, avec des deepfakes ou des mèmes, pour orienter ses décisions. Donc j'imagine par exemple un ministre juste avant un vote de budget, ou alors une personne qui travaille dans un lieu qui a un impact sur beaucoup de personnes. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à un ciblage ou est-ce qu'il existe déjà? Vous m'arrêtez, moi je peux parler toute la soirée. Alors ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Il y a en fait dans ta question, il y a un mix de deux réalités.
Aujourd'hui, l'algorithme des plateformes fait que effectivement, tu vas avoir un feed, un flux personnalisé. Ce flux personnalisé, j'ai un ami à moi qui s'appelle Thomas Huchon, qui est journaliste, qui travaille sur le complotisme depuis plus de 10 ans. Il a fait un documentaire que je vous invite à regarder. Il a pris des jeunes de Sciences Po et il leur a mis un profil différent à chacun. C'est-à-dire que les 10 premiers likes, il a liké que des trucs d'extrême droite pour un, que des trucs d'extrême gauche pour l'autre, que des trucs modérés pour centristes pour le troisième. Ils étaient 5 ou 6, quelque chose comme ça. Et pendant un mois, il a regardé, juste avant les élections, le flux d'actualité. Et ensuite, il a mis les jeunes dans la même pièce pour voir, en se parlant, s'ils avaient les mêmes news, s'ils avaient les mêmes faits d'actualité. Et sur la même plateforme, au même endroit, avec des profils différents, ils n'avaient pas les mêmes actualités. Donc oui, il y a déjà un ciblage en fonction de ce que tu as liké, en fonction de comment l'algorithme t'a profilé. Il y a des gens très bien, j'ai un ami qui a une ONG à Bruxelles qui s'appelle Algorithm Watch, et qui sont des gens qui passent leur temps à essayer de comprendre comment cet algorithme fonctionne. Ça, c'est un sujet de société, parce que l'algorithme derrière, en réalité, personne ne sait comment il fonctionne, même chez Facebook, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Parce qu'il y a une dette technique historique qui est tellement grande qu'en réalité, c'est un peu le monstre que plus personne contrôle. Ce qui est sûr, c'est que cet algorithme, il est fait pour favoriser l'engagement et jouer sur les réactions les plus extrêmes des personnes. Sur le ciblage des gens, il y a déjà des ciblages en fonction des postes, en fonction des personnes, en fonction des profils. Il y a déjà des ciblages. C'est tout le principe des différents services. Parfois, tu vas avoir besoin de cibler une personne ou une autre pour l'influencer dans sa décision. Des manières d'influencer des décisions, il y en a plein. Il y a beaucoup plus simple que de lui filer des saloperies sur son fil Twitter. Il y a des manières beaucoup plus terre-à-terre et beaucoup plus simples. Mais c'est sûr que si tu veux conditionner une société dans la masse, et effectivement tu peux le voir, moi qui suis un grand utilisateur de Twitter depuis très longtemps, il y a aujourd'hui sur Twitter une poussée de l'extrême droite qui est énorme. Depuis que Musk a pris le contrôle de Twitter, il a modifié l'algorithme pour pousser des comptes d'extrême droite, tous les pays confondus, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France ou dans différents pays. Et effectivement, l'algorithme n'est pas neutre du tout. Et il peut y avoir une volonté de la part du propriétaire, mais derrière, ça peut être de la part d'un État, de pousser plutôt un côté qu'un autre. Et c'est là où je rejoins un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mettons-nous à jeu égal, c'est-à-dire qu'on ne joue pas tous avec les mêmes règles. Mais le souci qu'on a, c'est que nous, on n'a pas Twitter pour influencer les gens. Et c'est ça le problème. Si on avait un Twitter sur lequel on pouvait contrebalancer le pouvoir, là, il y aurait un sujet. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, je pense que, je ne sais pas si on prend d'autres questions, Henriette. Alors, je voulais simplement dire un mot. C'est vrai qu'on n'a pas Twitter. X a mis en place son intelligence artificielle, Grok. Grok fonctionne sur les datas des posts qui sont mis sur X. Et si vous souhaitez valider une information que vous avez, je vous conseille d'utiliser l'intelligence artificielle de Twitter, de X, qui vous donnera si l'information est vraie ou pas, et elle pourra aussi vous dire de quelle tendance et qui a fait apparaître les rumeurs en premier. Enfin, moi, j'ai utilisé personnellement une bonne dizaine de fois pour savoir si l'information était vraie. Donc Twitter est capable de me dire, écoute, cette information à date semble vraie ou ne semble pas vraie. Les principaux journaux locaux l'ont relayé ou l'ont pas relayé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, X via Grok, en fonction bien sûr des questions que vous lui posez, est capable de vous dire d'où vient l'information, qui l'a générée, et est-ce que les journaux locaux l'ont relayé ou pas. Et bon, ce que je veux dire, c'est que c'est un moyen
de contrôler en tant que personne, en tant que citoyen. C'est un moyen de contrôler si l'information qu'on vous envoie est fallacieuse ou elle est issue. C'est très très intéressant. Moi, je vous conseille de le faire parce que vous avez des réponses qui sont vraiment bluffantes. Voilà. C'est une très bonne question et c'est une question qui est critique. Et il y a des choses en place. Ce ne serait pas vrai de dire qu'il n'y a rien. Aujourd'hui, notamment via l'ANSSI, il y a une surveillance de ce qu'on appelle des infrastructures critiques. Il y a un changement ces dernières années de paradigme qui est que certains États n'ont plus aucun état d'âme à attaquer des installations civiles. Les Chinois, aujourd'hui, pour ne pas les citer, n'ont pas de problème. J'étais aux États-Unis, j'ai eu la chance d'aller à la Maison-Blanche plusieurs fois ces dernières années. En discutant avec les équipes de là-bas, ils le disent eux-mêmes, on a des équipes chinoises qui attaquent des barrages, qui attaquent des installations civiles et qui n'ont aucun problème à le faire. Ça n'arrivait pas avant. Donc, le monde de demain, ce sera des États qui s'attaquent aux infrastructures critiques de la société civile. Ça, c'est un premier sujet. Et c'est même, en fait, le monde un peu d'aujourd'hui, en réalité. Ça, c'est un premier sujet. Il nous faut assurer cette sécurité-là. On n'aura jamais de sécurité maximale, ça, c'est sûr et certain. La question, c'est que chaque organisation se doit de faire sa propre évaluation et de se dire quelles sont mes opérations critiques et effectivement à quel moment, quelle est ma dépendance vis-à-vis de l'outil numérique et à partir, si jamais je me fais hacker, qu'est-ce qui se passe? Et ça demande de s'entraîner à la crise. La crise, ça ne s'invente pas. Il faut s'entraîner avant, c'est du process, c'est de l'humain et c'est de la réaction derrière. Aujourd'hui, on a un problème avec l'hôpital. L'hôpital, c'est la ville dans la ville, je ne vous l'apprends pas. C'est plein de métiers différents et c'est plein d'égos différents.
Et c'est une criticité qui se retrouve difficilement ailleurs. Quand on va expliquer à quelqu'un qui a des gants toute la journée, qui doit enlever ses gants, taper son mot de passe de chambre en chambre, parce que vous comprenez, c'est mieux si la session est fermée, bah oui, il va nous dire, bah non, moi j'ai des gants, je ne vais pas perdre 30 secondes à chaque fois, retaper le mot de passe et vous m'embêtez avec votre affaire de session. Il n'a pas complètement tort. Mais la personne qui va lui faire le conseil en termes de cybersécurité n'a pas complètement tort non plus. Et c'est quand est-ce qu'à quel moment on met des compromis. C'est un sujet qu'on n'attaque pas parce qu'il n'y a pas un réel intérêt, parce que personne ne veut vraiment se confronter à l'hôpital, personne ne veut vraiment se confronter aux différents égos, et que c'est super compliqué. Et quand on va aller discuter avec les différents RSSI, ils n'ont pas beaucoup de moyens non plus. Donc en fait, ils doivent sécuriser la ville dans la ville avec 3 francs 6. On en revient toujours un peu au même problème. Et la cybersécurité, en fait, c'est beaucoup des process, et après, c'est de la technique. Si les gens n'adhèrent pas, vous pouvez mettre toute la technique que vous voulez, ça ne marchera pas. Donc, effectivement, l'État fait déjà quelque chose, mais l'État ne doit aussi, et ça c'est aussi un point de vue politique, mais l'État ne peut pas tout faire à un moment donné. L'État ne peut pas aller protéger toutes les entreprises françaises. Il y a un moment donné, il faut aussi qu'on s'en sorte par nous-mêmes. Et ça, cette culture cyber, j'étais la semaine dernière aux assises de la cybersécurité à Monaco, et on a travaillé précisément sur ce sujet-là, comment faire de la sensibilisation à la cybersécurité dans les grands groupes français. Et une fois qu'on l'a dit, c'est pas si simple que ça. Ça met longtemps. Comment on mesure l'efficacité d'une sensibilisation cyber? Quels sont ce qu'on appelle les KPI? Quels sont les indicateurs? Comment on mesure ça? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est un problème sur lequel on n'a pas vraiment la solution, mais j'ose croire qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Les gens, moi, ça fait 10 ans aujourd'hui que je fais des conférences, j'en fais à peu près entre 30 et 40 par an. Je vois déjà à ma petite mesure une différence. Il y a 10 ans, tout le monde n'en avait rien à faire. Aujourd'hui, les gens comprennent que la cybersécurité, c'est important, et il y a un truc, il y a danger. C'est synonyme de danger. Peut-être que dans 10 ans, on aura un début de solution. Et bonsoir, je m'appelle Pascal Pagnou, je suis ingénieur des mines à l'Agence nationale des fréquences et officier de sécurité pour l'armée de l'air. Donc je travaille sur l'anti-brouillage, c'est un domaine assez sensible. Et donc merci monsieur pour votre intervention, je vous remercie, c'est tout à fait pertinent. Moi j'ai une question relative à ce que vous disiez. On a affaire à des organisations criminelles qui ont des moyens très puissants. Moi j'ai travaillé avec la police judiciaire d'une zone française, connaît bien Henriette, et notamment on voit en face forcément dit argent, dit forcément moyens techniques, et en face on a des ingénieurs et qu'on fait aussi des grandes écoles comme moi et qui sont capables aussi d'aligner des systèmes ultra sophistiqués et contrer la police ou d'autres entités sensibles. Et ma question c'est, on parle beaucoup de l'IA, faire attention à ce qu'on raconte entre le biais de l'IA, donc on voit qu'on commence à attaquer des domaines très, très, très puissants, parce que l'IA aujourd'hui on est capable de monter l'armement, notamment sur plusieurs dizaines de pourcentages sur des missiles, des choses comme ça. Donc, quelque part, le traitement de données va être de plus en plus rapide. Donc, ma première question, c'est comment vous percevez, au regard des organisations cybercriminelles mondiales, donc la poussée de l'IA, comme vous disiez justement, les Chinois ne se gênent pas, alors les Russes, bien sûr. Sur le plan personnel, on le sent, je ne peux pas dire certaines choses, mais on voit bien, il y a comme des choses qui se passent dans l'espace, c'est clair. Et puis, deuxième point, l'ordinateur quantique, il ne fait pas tout, mais qui aujourd'hui est capable de résoudre quand même, de casser les algorithmes, notamment RSA. Donc, quelle est votre perception et votre peut-être connaissance, sachant que vous n'avez pas peut-être le droit de tout dire, mais on sait bien qu'on a une perception de ces technologies qui sont du côté obscur et qui vont très certainement entrer dans le dark web et qui vont permettre d'attaquer, je dirais, en face, quoi. Donc, si, comme disait monsieur, on n'a pas les technos en face et les gens qui tiennent la route, comment ça se passe d'après vous? Merci. Alors, il y a plein de questions dans ce que vous avez posé. La première chose, je vais vous prendre un exemple très concret. Je crois que c'était cet été, le New York Times a révélé qu'un agent du FBI avait été hacké par un cartel mexicain.
C'est-à-dire qu'un agent du FBI qui avait été missionné justement pour travailler sur ce cartel en question, le cartel avait engagé des hackers pour justement poser un spyware directement sur l'agent du FBI. Donc on en est là. C'est-à-dire on a des organisations criminelles qui font jeu égal avec des très grandes agences. Donc on est déjà à jeu égal et effectivement, ils ont les moyens, et ils ont l'organisation et ils sont organisés de manière industrielle. Ils savent ce qu'ils font, ils ne sont pas idiots. La première des erreurs qu'on pourrait faire, c'est de se dire qu'ils sont idiots. Ce n'est pas le cas. Le deuxième sujet, c'était sur l'IA, la poussée de l'IA et les répercussions. Aujourd'hui, l'IA, vous avez parlé des missiles, l'IA permet d'optimiser. Il permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, ou en tout cas de les faire plus rapidement. Je prends un sujet, par exemple, que je connais bien, qui est la géolocalisation de photos et de vidéos. Aujourd'hui, avec l'IA, vous prenez une photo, vous prenez un bout de la photo, vous êtes capable de trouver la localisation de celle-ci en 1 ou 2 secondes. Ça, c'était impossible avant, de manière aussi rapide. Et pour des enquêtes, pour l'investigation, ça va être incroyable. Ça fonctionne. C'est américain, je vous rassure. Et le troisième sujet, donc l'IA, il va avoir des répercussions, mais ce n'est pas magique non plus. Il va permettre d'optimiser, faire du traitement de données à grande échelle beaucoup plus rapidement et surtout tirer de la substance d'un grand nombre de données. Donc ça, c'est la chose. Et pour aller très vite sur le quantique, il y a une course sur laquelle la France n'est pas trop mal. On a plutôt bien joué pour une fois, il faut le dire. On a les esprits les plus brillants au monde sur le sujet, il faut le dire, et il faut s'en féliciter. On est toujours aussi nul économiquement pour faire des business autour, ça c'est un autre sujet. Par contre, on a des esprits brillants. La question, c'est de se dire qui aura l'ordinateur quantique en premier et qui va justement être en capacité de casser ce chiffrement. Parce que, justement, certains services, le but du jeu, c'est d'emmagasiner un peu de données, un peu beaucoup, et de se dire, peut-être que dans 5, 10, 15, 20, ça va me servir à quelque chose. Et la donnée que j'ai emmagasinée il y a longtemps, qui était chiffrée, si je peux la déchiffrer avec un ordinateur quantique, ça va m'être bien utile. Donc le premier qu'aura l'ordinateur quantique, il va avoir un sacré avantage. Et cette course-là qui est engagée, et qui est peut-être terminée, j'en sais rien, ça va être la vraie question. Et ça, aujourd'hui, on est déjà en train d'y travailler, c'est-à-dire qu'il y a déjà des algorithmes post-quantiques qui sont en train d'être standardisés. Et c'est là où on doit jouer notre rôle, c'est-à-dire qu'on doit avoir des gens dans les organismes de normalisation. Et ça, il faut motiver les gens, il faut qu'ils y aillent. Et ensuite, il faut les mettre en œuvre. Il va falloir les appliquer un peu partout. Et là, on est parti pour très longtemps. Merci à tous pour votre participation, pour nos intervenants. Nous regrettons le décalage horaire. Nous vous invitons à lire l'étude de Monique Dagneau, La génération Reset, qui était très intéressante et que j'adhère, parce que moi-même j'ai un fils qui a les mêmes opinions qu'elle a exprimées sur les réseaux sociaux et qui les suit bien sûr, qui lit plus la presse, qui ne regarde plus la télé et qui ne voit comme source d'information que les réseaux sociaux. Je suis très heureuse avec le président de Bernanos d'avoir pu vous éclairer un peu ce soir avec des experts de haut niveau qu'on remercie. Nous vous invitons à regarder nos conférences sur la chaîne YouTube. Nous les diffusons. Et vous pouvez aller voir notre site internet liberté-et-prospective.org. Vous verrez que nous faisons beaucoup de conférences intéressantes où nous faisons parler des experts. Je laisse le président Bernanos conclure. Merci Madame la Présidente. Oui, je tenais aussi à vous remercier de nous avoir fait confiance pour cette première de l'année et nous espérons vous revoir nombreux
et bien évidemment pour nos prochaines conférences. Malheureusement, l'Institut catholique va fermer, donc je me permets de vous dire que nous allons devoir clôturer. Je vous remercie.